De retour sur le plateau de notre édition spéciale Tempête avec nos deux invités, le colonel Michel Montaletan qui dirige le service départemental d'incendie et de secours dans le département et le commandant Clément Préau qui dirigeait donc pendant les 15 premières heures de cette tempête les opérations de secours. Alors on va revenir sur cette nuit avant d'accueillir dans quelques minutes l'une des rescapées. D'abord vos hommes étaient mobilisés depuis quand? Est-ce que déjà dès dans la journée de samedi vous aviez commencé un peu à organiser les choses? Bien sûr, les services d'incendie avaient été informés de l'alerte rouge, bien sûr, et donc nous avions mis en préalerte l'ensemble des centres de secours du département. Ouais. Nous avions anticipé sur une gestion nombreuse, sur nombre d'appels très nombreux, et donc nous étions passés au niveau du centre de traitement des alertes de 5 personnes à près de 25. Donc nous avions réellement anticipé. Le CTA, sur le centre de traitement des appels, c'est le 18. C'est là où arrive le 18. Mais nous avions anticipé globalement sur une tempête classique avec des arbres tombés sur la voie publique, avec quelques inondations à droite et à gauche, mais nous n'avions jamais, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer à l'Aiguillon et le gigantisme de cette intervention. Donc, commandant Préau, vous étiez déjà en fait prévu, si je puis dire, pour de toute façon ce qui allait se passer dans la nuit. Sauf que vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Oui, moi je faisais partie aussi du dispositif qui avait été gonflé, mis en place, puisque j'étais en congé et que j'avais été recontacté pour assurer le commandement de ma zone opérationnelle que je commande classiquement, tout comme les 4 autres chefs de zone. Qui est le littoral en fait pour vous. Oui, pour le littoral. Et mon collègue du Nord faisait la même chose et d'ailleurs a beaucoup travaillé. Oui. Même si on en parle moins, et ils ont fait un boulot formidable. Ceci étant, donc moi je savais que potentiellement j'allais être appelé, ce qui a été le cas durant la nuit. Les premiers appels sont arrivés au centre d'appel vers quelle heure? Vous vous souvenez à peu près? Vers 3h30. 3h30. À 1h, les appels sur la tempête ont commencé. Mais on était dans le classique. Les arbres tombent, les antennes tombent. On avait aussi donné des consignes pour qu'il n'y ait pas d'engagement inutile d'hommes s'il s'agissait d'une antenne ou de... Bien sûr. Voilà, parce qu'il faut être raisonnable. Ça comportait aussi des risques, et 99 nous l'avait montré, ça comportait aussi des risques pour les secouristes d'être à tronçonner un arbre sur la route alors que 4-5 autres arbres de la haie sont à côté. Donc ces consignes-là avaient été données. Donc à 1h, premières interventions quand même marquantes sur la tempête, et les premiers qui signalent une petite montée des eaux qui devient rapidement significative, c'est vers 3h30. 3h30 de l'Aiguillon et de la Faute à ce moment-là. Et ça se met rapidement à se concentrer là-bas. D'accord. Et là, est-ce que vous pressentez déjà qu'il peut y avoir un tel phénomène ou c'est encore totalement imprévisible à ce moment-là? Le colonel Chabot, qui à ce moment-là pilote le CTA, le sent, puisqu'il m'appelle assez rapidement à 4h moins le quart. Et il engage déjà des moyens supplémentaires en disant bon, et on a quelque chose qui se passe à la Faute. Et vous le mesurez aussi au nombre d'appels peut-être qui arrivent au centre de traitement, forcément? Oui, mais étant donné qu'après les téléphones sont assez rapidement tombés en panne, et donc le nombre d'appels a diminué aussi après. Il y a eu à ce moment-là un nombre incroyable. Au départ. Il y a eu une explosion des appels et ils ont senti au CTA la gravité petit à petit, mais on n'en est pas encore à imaginer le désastre du lendemain. Donc vous, commandant Préau, vous arrivez vers 4 heures à peu près, 4-5 heures sur les lieux? Plus près de 5 heures, parce que moi j'ai dû changer 2 fois d'itinéraire parce que des arbres tombaient devant ma voiture. C'était les panneaux qui nous traversaient la voie, etc. Donc, par contre, je conversais déjà par radio avec mes collègues d'encadrement qui, non pas sur place, mais qui convergeaient, qui tentaient pour prévenir, attention, il y a un cheval sur la route à telle sortie de virage, etc. Donc déjà les conditions de trajet étaient apocalyptiques, on est en pleine tempête, donc c'était difficile d'y aller. On arrive vers la mairie de l'Aiguillon un peu après 5 heures, sans électricité, sans téléphone, un seul téléphone portable par miracle passe et on commence à s'organiser. Et c'est la nuit noire en fait. Et c'est la nuit noire, sans électricité, sans courant, sans rien. Et comment on peut mesurer la situation quand on est effectivement dans la nuit noire est-ce que vous avez pris la mesure assez rapidement ou pas de ce qui se passait? J'ai pensé que c'était grave assez vite parce qu'il a fallu que je change mon itinéraire à l'intérieur même de l'Aiguillon pour rejoindre la mairie avec ma voiture. D'accord. Donc je voyais de l'eau un peu partout. Et puis l'Aiguillon, il était impossible d'aller de l'Aiguillon à la Faute, donc déjà une problématique opérationnelle puisque on a un secteur qui est séparé en deux.
Et puis très vite quand même, il y a des victimes qui arrivent, qui sont des sinistrés qui viennent, etc. qu'il a fallu rassembler. Donc la problématique de victimes vient assez tôt quand même, permettant de se structurer en disant, voilà, il va y avoir une partie reconnaissance, on va aller vers les maisons, puis une deuxième partie recueil des victimes qu'il va falloir assez vite mettre en place. Donc vous vous installez à ce moment-là dans un PC à la mairie de l'Aiguillon? Oui, le premier poste de commandement qu'on crée, il est à l'étage de la mairie de l'Aiguillon. Ouais. Et alors à ce moment-là, quelle première décision on peut prendre? Parce que devant l'ampleur de la tâche, il ne faut pas perdre son sang-froid, il faut prendre les bonnes décisions immédiatement. La décision, c'est de structurer, d'être capable, à mon avis, de pouvoir recevoir tous les renforts qui vont nous arriver et de pouvoir les mettre à l'œuvre, les coordonner et ne pas les perdre. Il va falloir coordonner cette montée en puissance qui arrive avec 2 volets. Un volet sauvetage, reconnaissance, il faut qu'on sache ce qui se passe. Et un deuxième volet, il va falloir recueillir ces personnels, ces personnes qui sont des sinistrés. Donc voilà comment s'oriente l'opération, c'est sur ces 2 thèmes-là. Et comment il y a évidemment la situation, le sauvetage évidemment des personnes, comment vous accédez dans les maisons à ce moment-là? Vous avez des bateaux sur place? Alors il y a des véhicules tout-terrain là où l'eau permet encore d'y aller, même si on en a noyé quelques-uns pour des opérations de sauvetage. Et puis après, ce sont des bateaux et des gens en tenue néoprène qui avancent dans l'eau, voilà. Et là, vos hommes, à ce moment-là, ont pris la mesure, eux aussi, j'imagine, à ce moment-là. Moi, puisqu'ils me font... Alors, j'ai une double information de la gravité. Il y a les hommes sur le terrain qui disent qu'il va y avoir des sauvetages incroyables, en nombre incroyable à faire. Chaque maison, chaque pâté de maison qui passe, ils récupèrent des gens. Puis j'ai aussi le CTA qui me fait état d'appels alarmants et me disent... on arrive tant bien que mal à avoir des communications. Ils me disent il y a des gens sur les toits. Je me rappelle avoir su qu'il y avait un nourrisson de 15 jours sur un toit ou dans un étage de plafond, etc. Là, on a à ce moment-là la notion de la gravité par les deux vecteurs, en haut et par en bas. Donc là, qui prend la décision à ce moment-là d'envoyer les hélicoptères, etc. pour les hélitroyages? C'est vous-même? C'est vous, colonel? Moi, à ce moment-là, on est encore dans la nuit, il n'est pas possible de faire décoller un quelconque hélicoptère. Il y a encore la tempête, c'est-à-dire que les premiers sauvetages commencent en pleine tempête. À 6h30 du matin, ça commence à faiblir, mais avant, il n'est pas question de faire voler un quelconque appareil. Et puis c'est la nuit, et voilà. Mais dès qu'on a pu, on les a demandés. Quel était votre rôle pendant ces premières heures, vous, mon colonel, à ce moment-là? Moi, au tout départ, j'étais avec le colonel Chabot au CODIS, puis on essayait d'anticiper quand on l'envoie de renfort pour que le commandant des opérations de secours sur place dispose, comme il l'a dit, de moyens et puisse anticiper sur l'organisation des renforts qui allaient arriver. Et ensuite, très rapidement, on a rendu compte, bien sûr, aux autorités. J'ai rendu compte aux autorités qui est le préfet. Et donc, nous nous sommes rendus à la préfecture pour essayer pour demander à réfléchir donc à cette évolution à cette ampleur opérationnelle. Et donc, très rapidement, j'ai souhaité donc me déplacer avec l'autorité de police qui est le préfet pour aller en début de matinée sur les lieux de l'opération. Les services de gendarmerie sont à ce moment-là aussi en alerte et vous rejoignent? Oui, dès le début. Dès le début, on a eu une coopération fabuleuse. Ouais. C'était nécessaire, évidemment. Oui, bien sûr, c'était nécessaire. Et puis, à tout égard, je veux dire, parce qu'ils nous ont aidés, épaulés. Dans le premier PC de la mairie, il y avait déjà, je me rappelle, un lieutenant de gendarmerie. Et puis après, il y a un hélicoptère de la gendarmerie dans lequel on a mis un pompier et qui a fait des sauvetages en nombre. C'est après eux qui ont pris tout un pan de l'opération, me délestant de ça sur l'aspect chapelle ardente, etc. Donc, il y a eu une coopération, mais elle est déjà quotidienne, on se connaît, on travaille ensemble. Mais... Dès les premières heures, vos hommes ont découvert des victimes? Oui, je crois que c'est dès 9h, dès le début de matinée. Dès le début de la matinée, Comment vous... Permettez-moi de vous dire, c'est difficile pour ce qui est des horaires, parce que... Ah non, mais je ne demande pas d'heure précise. Non, mais pour que aussi les gens comprennent que tous, autant qu'on est, même si depuis, moi j'essaie de voir un peu ce qu'on a fait, on a perdu complètement la notion du temps. C'est vrai, mais complètement. C'est-à-dire, moi j'ai vu mes collègues venir me relever vers 19-20 heures, pensant que j'étais là depuis 1h30 ou 2 heures. Et tous les témoignages qu'on a sont identiques. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez des appels, des remontées, comme quoi par exemple un nourrisson
et un parent se trouvait sur les toits. Comment vous faites à ce moment-là pour dire aux gens restez où vous êtes, ne paniquez pas, on va venir vous chercher? Comment vous pouvez vous adresser à ce moment-là aux gens, sachant tout ce qui se passe autour, et pour rassurer les différentes personnes qui sont dans leur maison? Moi, je peux pas le faire où je suis. Ouais, j'ai juste l'info. J'ai juste l'info et je la retraduis. J'ai fait quelques priorités comme ça dans la nuit. Je la retraduis aux hommes en disant il y a dans telle rue des gens qui sont vraiment coincés dans leur faux-grenier, etc. Ceci étant, le problème, c'est ce qu'ils me disent, c'est que rue après rue, ils font des sauvetages. Donc au bout d'un moment, ils font rue après rue. Ceci étant, je voudrais vraiment mettre aussi en avant mes collègues du CTA qui ont eu à faire face à des appels effroyables et qui, certainement, de par leur conseil parfois, en disant à la maison d'à côté, ça monte déjà, allez tout de suite dans le faux-grenier, allez tout de suite dans le plafond, certainement, ils ont eux aussi participé au sauvetage de certaines victimes, ne serait-ce par leur conseil, parce que quand les gens appelaient en disant qu'ils avaient 70 cm d'eau dans leur maison, à l'extérieur, il pouvait y avoir 1 mètre, 1,50 m déjà. Donc ils ont eux aussi encaissé la salve et fait un boulot absolument remarquable, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément mis en avant parce qu'ils ne sont pas sur l'opération. Ils ont encaissé un niveau de stress hallucinant. Certains sont psychologiquement choqués aujourd'hui, ceux qui étaient par exemple au centre d'appel, mon colonel. Alors, on ne peut pas sortir une telle opération de secours sans qu'il y ait des traces, c'est sûr. Et bien évidemment, le service incendie, avec son service médical, a dès le début mis en place un soutien psychologique, a participé au soutien psychologique qui a été fait pour la population en complément de la cellule du docteur Bescon. Mais un travail a été fait dès le départ en interne par notre médecin-chef et les infirmiers et ceux qui sont préparés à cette gestion du stress. Et dès hier soir, je crois, donc, il y a eu un débriefing psychologique auprès des gens du CTA, et tout à l'heure, avec le commandant, nous partons au Sable d'Olonne pour rencontrer, en présence donc du médecin-chef, bien sûr, chargé de ce débriefing, l'ensemble des plongeurs du département de la Vendée qui ont participé aux opérations pour faire un travail de débriefing donc, avec eux. C'est vrai qu'on disait, enfin, les témoignages de gens que nous avons reçus en plateau, par contre, on disait qu'effectivement, c'est pas forcément les premières heures que le choc a lieu psychologique pour les victimes, enfin pour les rescapés. C'est souvent plusieurs heures ou plusieurs jours après. C'est un peu le cas aussi pour les équipes de secours. C'est-à-dire sur le coup, effectivement, on est dans l'intervention. Oui. Et ensuite, ça redescend. À chaud, on ne pose pas de questions, même si c'est sans doute très difficile. C'est très dur, ça se déroule dans des conditions difficiles, mais il y a l'intervention, une seule chose compte, c'est essayer de sauver, essayer de secourir nos concitoyens. Voilà, c'est maintenant que l'intervention est en phase quasiment de se terminer, qu'on commence à ressentir la fatigue, et que les sauveteurs ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Commandant Préau, quand on vous écoute, on n'essaie pas de se mettre à votre place parce que je crois que c'est impossible, mais est-ce qu'à un moment donné dans la nuit, enfin en tout cas au petit matin, vous vous êtes dit là, je maîtrise absolument toute la situation, je sais exactement ce qui se passe à tel endroit, à tous les endroits. Est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à être dans cette situation-là où c'est effectivement très difficile parce que vous avez des appels qui arrivent de partout? La maîtrise, très tôt, je sais que l'organisation qui est en place, c'est celle qui permettra de mener à bien l'opération, c'est-à-dire qu'on va faire gonfler chacun des sous-secteurs et des secteurs, et globalement, on est dans le bon tempo, c'est-à-dire il y a des sauvetages et des secours et des reconnaissances à faire, et d'un autre côté, il va falloir rassembler, compter rapidement et inscrire, repérer tous ces gens-là, parce que des victimes vont s'inquiéter de savoir est-ce que... Voilà. Donc ces deux grandes étapes, on le sait, et je sais qu'on est dans le vrai assez vite là-dessus. Après, moi j'ai des compteurs qui se mettent à tourner dans le PC, et voilà, on a des chiffres, nombre de victimes sauvées, nombre de victimes rendues qui sont dirigées au PRV, c'est-à-dire point de rassemblement des victimes où on les note. Malheureusement, une case décédée apparaît assez tôt le matin. Puis ensuite, c'est de la gestion de montée en puissance, et puis les chiffres tournent. Les chiffres tournent, augmentent. Mais si on voit ces chiffres tourner, c'est aussi que l'opération, finalement, se met à tourner et est efficace. Comment vous avez ensuite procédé? Parce qu'on a eu des témoignages de rescapés qui nous ont dit effectivement qu'à un moment donné, ils ont attendu jusqu'à 14h, début de l'après-midi, pour être élitroyés. Comment vous avez procédé pour déterminer des priorités de sauvetage des personnes?
Est-ce que c'était en fonction des quartiers plus ou moins inondés, des situations plus ou moins critiques, quand vous le perceviez à ce moment-là? Il y a des endroits où on n'a pas pu aller avant, tout simplement. Ouais. C'était pas un reproche, évidemment. Non, mais je vous dis, il y a des endroits où on n'a pas pu aller plus tôt. Il y a des endroits où on savait aussi que les gens étaient en sécurité. Et en termes de priorisation, ils pouvaient attendre puisqu'ils étaient pas forcément au sec. Pas forcément concernés par un problème de vie ou de mort immédiatement. Il y a aussi des gens qui nous ont dit sauvez derrière, j'ai vu quelqu'un, allez sauver avant, laissez-moi, j'attendrai. Voilà. Et puis il y a eu des zones où il nous a fallu des heures pour y aller. À la pointe de l'Aiguillon, ils sont partis en bateau, la marée descendait, ils ont marché dans la vase, donc ça a été aussi très long pour aller voir des gens qui par contre avaient besoin d'un véritable sauvetage. Qui étaient dans le faux grenier, il a fallu pour que l'hélico les voie, que les gars montent par le toit, des tuiles, ouvrent et fassent sortir les gens en hélicoptère. On y reviendra dans un instant. On va se rendre à la mairie de l'Aiguillon-sur-Mer, où plus de 6000 personnes ont franchi les portes de cette mairie de l'Aiguillon depuis dimanche, selon les estimations des services. Depuis aujourd'hui, ce sont les propriétaires de résidences secondaires qui sont venus constater les dégâts, qui se pressent dans les locaux de l'hôtel de ville. Edwige Richard s'est rendue ce matin à la mairie de l'Aiguillon pour constater l'ambiance qui y régnait. Je peux peut-être donner des renseignements si vous voulez. Alors vous allez venir, je vais vous faire ça ici. Ils sont où les copains? On a 3 aiguilles de Google pour répondre plus favorablement à la demande sur place. Mais il y a toujours de l'eau autour. Attendez, oui, je sais, mais alors comment vous allez y aller? La mairie, c'est le QG, oui. Depuis malheureusement la catastrophe, c'est le QG. Et on est là, on a des roulements de personnel avec les communes voisines. On fait tout pour que ça fonctionne. Et on va y arriver. On gère avec comme on peut, en fait. Voilà, c'est ça. On s'est auto-organisé dans un premier temps. Après, on a forcément les services de l'État qui se sont à la fois organisés et puis qui nous ont indiqué les informations et les démarches à suivre. Il y a tout un protocole qui s'est mis en place. Donc, c'est pas non simplement l'aveuglette. C'est voilà, dans un premier temps. Et après, c'est le renfort de tout, quoi. Il y a énormément de gens des collectivités voisines et puis nous à l'intérieur de nos services qui se sont proposés volontaires pour aider les collègues ici parce que le standard explose, les mails explosent. On se met directement à RDF. Et puis ça va venir rapidement dans l'après-midi. Je peux vous dire après, j'espère le plus rapidement possible. Oui, d'accord. Je suis venu à la mairie ce matin parce qu'on a encore besoin de matériel. Il y a les pompes les caves qui sont encore pleines d'eau. Le niveau d'eau n'arrive pas encore à s'évacuer correctement, donc il nous faut encore du matériel pour pouvoir enlever le maximum d'eau pour retirer les affaires. Je suis venu chercher un laissez-passer pour accéder à ma cabane ostréicole, voilà. Je suis venu à la mairie parce que je voulais stocker quelques meubles qui me restent. Et comme c'est mon ambition principale et que je veux m'en aller d'ici, il faut que je stocke pour retrouver un appartement après. Vous êtes à la faune? Oui. On va aller voir avec eux parce que nous, tout est occupé par les dons. Au niveau des assurances, vous avez fait d'autres déclarations? Des sinistres là, que j'ai fait là, oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, il est menaçant en fait ce bateau là. Il l'a enlevé celui-là. On n'a pas réponse à tout. Il y a forcément une réponse quelque part. Donc notre boulot, c'est quand on a la réponse, on leur donne. Et puis quand on l'a pas tout de suite, on fait en sorte de la trouver. Vous pouvez vous mettre en relation avec la chambre de commerce? Oui, mais ils sont pas non plus ici. Ils sont passés lundi, ils ont fait tout le tour. Ils sont au courant de toutes les entreprises. Ils ont fait les photos des congélateurs. Je suis à la mairie tout simplement parce que devant chez moi, il y a un gros trou béant et donc j'ai besoin que la voirie puisse boucher ce trou pour que je puisse évacuer ma voiture qui est inondée. Et d'autre part, faire une déclaration en mairie de catastrophe naturelle qui est obligatoire pour les assurances. Donc ce qui se passe, c'est que je viens pour une déclaration de sinistré parce que j'ai appris par le bouche à oreille qu'il faut une déclaration en mairie qui est obligatoire pour l'assurance. C'est bien ça? Effectivement, il faut une déclaration donc, que l'on va vous établir, qui sera à remettre à votre compagnie d'assurance pour ouvrir vos droits, si effectivement il y en a, au titre de ce sinistre. De toute façon, la priorité, c'est... Oui, voilà. Donc ça sera après, en deuxième temps. On va faire une déclaration maintenant ou on attend? Vous attendez. Nous, les prioritaires, c'est d'héberger les gens, tous ceux qu'on les mais après, de toute façon, il y a pas mal de dons. Donc, d'accord? Voilà donc pour ce reportage d'Edwige Richard à l'intérieur donc de la mairie de l'Aiguillon-sur-Mer. Quelques informations à vous donner. La caisse d'allocation familiale de la Vendée a mis en place un numéro de téléphone d'urgence pour les personnes sinistrées. Elles peuvent y obtenir des renseignements, étudier les modifications d'allocation qui sont entraînées évidemment par le sinistre et éventuellement obtenir des aides exceptionnelles. Vous voyez ce numéro de téléphone s'afficher maintenant. Les avocats du département ont décidé également de se mobiliser pour les victimes de la tempête. Ils proposent ainsi une consultation juridique gratuite pour les renseigner sur les démarches à accomplir
accomplir la préservation de preuves et l'inventaire de leurs préjudices. 2 numéros de téléphone que vous allez voir maintenant sont à disposition pour la circonscription de La Roche-sur-Yon et celle des Sables-d'Olonne. Je vous laisse noter ces numéros de téléphone si cela vous est nécessaire. La Roche-sur-Yon, vous voyez le numéro. Et puis pour les Sables-d'Olonne, consultation juridique, donc je rappelle, gratuite. Les assurances, la Fédération française des sociétés d'assurance a affiné ce matin son estimation du coût de la tempête Xynthia, qu'elle chiffre à 1,2 milliard d'euros. D'autre part, la ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, a demandé justement à cette fédération la mise en place d'un plan d'urgence permettant des indemnisations forfaitaires rapides. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus d'1 millier de voitures auraient été emportées par les flots et ainsi déplacées loin de l'endroit où elles étaient garées. La plupart sont évidemment bonnes pour la casse, soit parce qu'elles ont été détruites, soit parce qu'évidemment l'eau de mer les rend totalement inutilisables. Il faut donc maintenant penser à les retirer. C'est ainsi que plusieurs sociétés d'enlèvement ont été missionnées pour ce travail. Anne-Sophie Arthur s'est rendue ce matin dans l'une d'entre elles, à Luçon, et elle embarquait à bord d'un des camions chargés de ces enlèvements. On enlève les véhicules de tous les domiciles qu'il peut y avoir et on les remet dans les parcs agréés au niveau des assurances, si c'est possible, parce que tous les parcs sont débordés, en attente des experts pour faire expertiser les véhicules. On a commencé dimanche tantôt et c'est devenu intense à partir de lundi. Combien de voitures vous enlevez par jour ? Dire un nombre exact, c'est pas possible, mais on va dire beaucoup, allez, 10 fois plus que la moyenne. Le souci, c'est qu'on rentre pas le camion. Le B80 peut rentrer, mais pas le Midland, ça va être juste, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal d'eau, c'est la merde. Non, 4x4, le mieux, c'est ça. Bon, c'est tout mort. Il y a toujours une solution. Il y a une solution à tous les problèmes. On treuille, il y a du véhicule, il faut utiliser son matériel comme il doit être utilisé. Le souci, c'est que les maisons, comme elles ne sont plus habitables, les gens sont plus sur place, c'est impossible d'avoir la clé. Et faut retrouver les véhicules, tout ça, là où ils se situent. Pour moi, depuis lundi, le gros est quand même fait, mais à mon avis, il y a beaucoup de gens qui habitent assez loin, qui devaient travailler. Je pense qu'ils vont arriver ce week-end, donc samedi, dimanche, je pense qu'il y aura encore beaucoup de travail. Ah voilà, une 3 chevaux, ça marche mieux. Voilà, reportage signé donc Anne-Sophie Arthur. On va marquer une pause et puis dans un instant sur ce plateau, nous accueillerons, elle est déjà présente parmi nous, Martine Huan, habitante donc de la Faute-sur-Mer et rescapée donc de cette fameuse nuit. On marque une pause, à tout de suite.